Diddy aurait payé plus de 100 000 $ à un employé d'un hôtel pour faire disparaître une vidéo compromettante et il aurait aussi forcé une de ses employées à avoir des rapports sexuels avec lui. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et je vais tout vous expliquer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Emma Noce et comme vous le savez, depuis le début de cette affaire, je vous retrace très régulièrement les points marquants de ce procès. Nous en sommes actuellement à la semaine 5 et comme je vous l'expliquais précédemment, actuellement, c'est l'accusation qui déploie absolument toutes ses preuves et tous ses témoignages et nous entrerons bientôt dans la deuxième phase du procès où la défense pourra à son tour aussi exposer ses preuves et ses différents témoignages. Ces derniers jours ont à nouveau été marqués par des prises de parole de personnes qui ont pu côtoyer plus ou moins P. Diddy et qui confirmeraient du coup les accusations de trafic sexuel et de violence auxquelles P. Diddy est exposé. On a notamment pu avoir celui d'une ancienne employée de P. Diddy qui a vraiment duré plusieurs jours, puisqu'en fait, elle a fait plusieurs déclarations. Elle a pris la parole sous le nom de Mia, qui est en réalité un pseudonyme, et elle nous a expliqué que pendant plusieurs années, elle aurait été aussi victime de P. Diddy, notamment en ce qui concerne les agressions sexuelles et les violences physiques. Elle raconte que les différents viols qu'elle aurait subis aurait commencé en fait quelques mois après son embauche. La toute première fois aurait eu lieu en 2009 lors du 40e anniversaire de P. Diddy puisque voilà, il avait organisé une petite soirée à l'hôtel Plaza de New York et en fait, elle explique que P. Diddy lui aurait tendu 2 shots de vodka. Donc selon son récit, voilà, elle les a bu sans se poser de questions directement. Puis en fait, elle a commencé à sentir que sa tête commençait à tourner. Elle explique qu'ensuite P. Diddy serait venu et l'aurait coincé contre un mur, l'aurait embrassé de force et aurait mis sa main sous sa robe. Toujours devant l'assemblée, elle explique que voilà, elle aurait totalement perdu connaissance et elle se serait réveillée le lendemain au lever du soleil dans une autre pièce. Elle raconte un deuxième viol qui se serait passé toujours en 2009, peu après cette première soirée d'anniversaire, sauf que cette fois, elle était pleinement consciente. Elle explique en fait qu'elle était dans la maison de P. Diddy, voilà, elle dormait dans sa chambre, sur un lit superposé, avec la porte ouverte, puisqu'en fait, ça, c'était une demande de P. Diddy. P. Diddy, selon elle, exigeait de ses employés qu'ils dorment la porte ouverte. Elle raconte que voilà, elle s'était endormie et que, en fait, elle aurait été réveillée par le fait que P. Diddy se trouvait sur son lit à côté d'elle, nue. Elle aurait été à ce moment-là prise de panique et P. Diddy l'aurait pénétrée sans son consentement. Elle a décrit une scène où elle a été profondément choquée. Elle dit d'ailleurs en fait que elle a senti son âme quitter son corps à ce moment-là. Et elle explique que cet acte en fait aurait contribué à instaurer un climat de peur dans lequel voilà, elle n'osait absolument rien dire ni s'opposer à P. Diddy. Elle a ensuite parlé d'une série de viols voilà, qu'elle aurait subi de 2009 à 2017. Elle raconte que ça pouvait subvenir à tout moment, que ça pouvait être par surprise, que ça pouvait être par la force, mais voilà, qu'elle a été contrainte à plusieurs reprises d'avoir des rapports sexuels de manière non consentie avec P. Diddy. Elle explique aussi que P. Diddy contrôlait absolument le moindre de ses faits et gestes, de la manière dont elle devait se comporter, à la manière dont elle devait parler, en passant par la manière dont elle devait s'habiller. Toujours selon son récit, voilà, il contrôlait absolument tout, les personnes qu'elle devait voir, etc., etc. Elle raconte qu'elle aurait été aussi contrainte, en fait, à observer P. Diddy avoir des rapports avec d'autres femmes. Elle explique que ces femmes n'étaient pas toujours consentantes et qu'elles étaient très souvent sous l'influence de substances. Elle dit que pour elle, c'était clair, la volonté de P. Diddy à ce moment-là, c'était de l'humilier et d'asseoir son pouvoir psychologique sur sa personne. Il faut savoir que le témoignage de Mia a duré quand même bien 3 jours et voilà, que c'était un témoignage qui était, selon les personnes présentes, extrêmement fort. Ce témoignage aurait quand même énormément choqué l'Assemblée, il y aurait eu pas mal de larmes, etc. Et en fait, Mia a expliqué que depuis qu'elle a quitté P. Diddy en 2017, en fait, elle n'a plus été capable de travailler. Elle explique qu'il y a un diagnostic en fait de stress post-traumatique qui serait tombé juste après et que depuis, elle se cache, d'où le fait d'ailleurs qu'elle ait choisi de témoigner en anonyme et qu'en fait, jusque-là, elle craignait pour ses jours et qu'en fait, elle craignait que P. Diddy ne la retrouve. Elle a aussi confirmé tous les récits qu'on a pu entendre jusque-là concernant la relation P. Diddy et Cassie. Et elle est formelle, voilà, elle assure qu'elle a assisté à plusieurs reprises à des scènes d'une violence inouïe de la part de P. Diddy sur la personne de Cassie. Elle précise avoir assisté à des scènes de violence physique, des scènes de violence sexuelle. Enfin voilà, pour elle, concrètement, P. Diddy avait fait de Cassie sa chose et il ne se gênait pas pour en disposer comme bon lui semblait. Et elle a vraiment expliqué tout ça par en fait le climat de peur
que faisait régner P. Diddy autour de lui. Et ça, si vous vous en souvenez bien, c'est vraiment un élément de langage qui est énormément revenu. Beaucoup de personnes qui ont témoigné parlaient d'un climat de peur et d'une certaine impunité dont P. Diddy aurait pu jouir. Mia a d'ailleurs raconté une anecdote où un officier de police, après avoir eu P. Diddy au téléphone, l'aurait laissé partir suite à une infraction au code de la route en lui disant « Oh, Puff Daddy, je vous adore, je suis fan de vous ». Elle a aussi parlé du fait que ce climat de peur est instauré sur des femmes comme Mia ou Cassie, puisque P. Diddy contrôlait aussi beaucoup de personnes dans l'industrie. Elle a cité pour exemple un projet d'émission qu'elle avait avec la chaîne ABC, sur lequel elle travaillait, elle avait mis beaucoup d'énergie, etc., et qui était sur le point de sortir, et pour lequel Combs lui aurait clairement menacé de faire échouer si elle avait l'audace de parler un jour. Elle explique que ces relations étaient telles que c'était absolument pas des menaces en l'air. Elle a aussi rapporté plusieurs incidents de violence physique. Elle a expliqué que c'était très fréquent que voilà, P. Diddy lui lance des objets sur elle, qu'une fois elle avait été projetée dans une piscine et aussi jetée contre un mur. Elle raconte par exemple aussi une fois où ils étaient en voyage tous les trois et qu'en fait, suite à un désaccord, P. Diddy se serait mis dans une colère noire. Étant donné que elle et Cassie avaient pris peur, elles avaient décidé de fuir en paddleboard pour échapper à sa colère. Elle raconte en fait que P. Diddy était à ce moment-là en train de faire les 100 pas sur la plage, vraiment il était dans une colère noire, et en fait, à ce moment-là, il y a eu un début de tempête. Et donc elles ont été un petit peu contraintes de revenir, mais elles ont longtemps hésité entre rester là et, comme elle l'a dit, affronter Mère Nature, ou retourner voir P. Diddy. Enfin voilà, pendant son témoignage, Mia s'est montrée extrêmement émotive et il est décrit que parfois elle s'étouffait même en décrivant les accidents. Elle a expliqué qu'en fait elle n'aurait jamais pensé témoigner de ça un jour puisqu'en fait ces incidents se sont produits juste avant le mouvement MeToo. Elle explique que dans le Star System, l'ambiance était telle que on n'aurait jamais pensé que des femmes auraient pu un jour prendre la parole pour témoigner des violences qu'elles subissaient de la part de personnes aussi puissantes. La défense a ensuite pu se livrer à un contre-interrogatoire et a notamment pu proposer une vidéo sur laquelle on voyait Mia chanter Joyeux anniversaire à P. Diddy. Le but était de montrer en fait que on voyait bien que sur la vidéo elle n'avait pas peur de P. Diddy et que son comportement était en réalité en contradiction avec ses allégations. Sauf que le juge a choisi de rejeter cette preuve en la jugeant peu pertinente pour évaluer la véracité des accusations. L'avocat de P. Diddy, Brian Steele, a ensuite sorti un relevé de preuves SMS, des SMS que Mia aura envoyés à partir de 2018, donc après son départ de l'entreprise de P. Diddy. On peut y voir par exemple en décembre 2018 un message où elle souhaite Joyeux Noël à P. Diddy. En mai 2020, elle lui écrit « Je serai toujours là pour toi ». Peu importe comment. En août 2020, je t'aime de tout mon cœur et je serai là pour toujours. En juillet 2022, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle, de son côté, s'est justifiée en disant que des années après, elle était encore sous l'emprise psychologique de P. Diddy. Elle a décrit un lavage de cerveau qui l'aura emmenée à chercher son approbation, même des années après. Alors, comme je vous le disais, Mia avait vraiment fait le choix de témoigner de manière anonyme. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'elle avait négocié en amont lors de ce procès et qui était censé être en fait protégé. Il faut savoir que depuis son témoignage, en réalité, un média l'aurait pris en photo à son insu dans le tribunal et aurait fait un tweet sur les réseaux sociaux pour dévoiler son identité. Donc là, elle est actuellement en procédure pour le non-respect de la confidentialité liée à son identité. On a ensuite eu le témoignage de Eddie Garcia, l'un des agents de sécurité de l'Intercontinental Hotel de Los Angeles, où je vous le rappelle, il y avait eu en fait l'agression de P. Diddy sur Cassie, qui a ensuite été dévoilée par CNN. Et là, avec ce témoignage, on comprend un petit peu mieux ce qu'il s'était passé et pourquoi en fait cette vidéo n'était sortie que bien plus tard. Eddie Garcia nous explique qu'il était en réalité en possession de cette vidéo depuis le début. P. Diddy le savait et lui avait proposé 100 000 $ en échange de la remise de la vidéo. Et Eddie Garcia explique qu'il a en réalité accepter l'offre. Il explique que du coup, la transaction a ensuite eu lieu et qu'il a dû en fait signer un NDA qui est en réalité un contrat de confidentialité et aussi un accord de non-divulgation qui l'obligeait en fait à ne conserver aucune copie et de ne jamais parler de cet incident à qui que ce soit. Les procureurs qui représentent l'accusation ont ensuite souligné que si P. Diddy avait mis autant d'argent à faire effacer une vidéo, c'est qu'il était bien conscient
de son contenu. Et c'est vrai que le témoignage de Eddie Garcia est quand même assez étonnant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a réussi à négocier une immunité en échange de son témoignage avec les procureurs, ou est-ce qu'il y a été forcé, par exemple, avec une assignation à comparaître? Ce qu'il faut savoir que quand même son témoignage peut être très compromettant pour lui, puisque accepter de l'argent pour supprimer des preuves peut être considéré comme une obstruction à la justice. Donc voilà les amis, pour les derniers témoignages, comme vous le voyez, voilà, ils s'ajoutent à la liste de tous ceux qu'on a pu avoir jusqu'à présent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, à liker et à vous abonner. Et moi, comme je vous l'ai dit, voilà, dès qu'il y a des nouvelles qui sortent, je vous refais une petite vidéo, tout vous expliquer, tout vous raconter. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce procès. À bientôt.